Madame, bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20h. Les titres, les principaux de cette édition. Moins de 24 heures après son inauguration, le nouveau poste de péage routier à Edéa dans le département de la Sanaga-Maritime produit un mort et plusieurs blessés graves. C'est le bilan de l'accident de la circulation survenu cette nuit à 15 km environ de l'ancien poste de péage de la ville d'Edéa. Paul Biya corrige l'incongruité. Le président de la République du Cameroun vient de réhabiliter le sous-préfet admis à faire valoir ses droits à la retraite à 44 ans. L'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Ndjombe Pendja vient d'être affecté à la tête de la sous-préfecture de Kumba 3, c'est dans la région du Sud-Ouest. Et le débat dans la seconde partie de ce journal, c'est dans le sport football. Avec cette sortie du gouverneur de la région du littoral qui suspend jusqu'à nouvel avis le championnat de football d'élite dans son territoire de commandement. Comment comprendre cette approche? Un administrateur, instructeur du football et notre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Insécurité foncière. Un immeuble s'écroule et s'effondre dans la ville de Douala. L'incident fait 3 morts au lieu dit Mobile Guinness dans le 5e arrondissement de la capitale économique du Cameroun, en cause des travaux de réfection engagés par le pasteur d'une église logée dans cet immeuble. Des détails dans ce reportage signé Serge Alain Houto. L'attente aura été longue et même insoutenable pour qu'enfin, aux environs de 13h30, les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers sortent des gravats, le corps sans vie d'un fidèle de cette église de réveil. La foule, retenue par ce cordon de sécurité, ne pouvait longtemps retenir son émotion. Des pleurs et des regrets suite à cet effondrement qui a fait 2 autres victimes. En cause des travaux de réfection sur cet immeuble bâti dans les années 70. Le pasteur est venu, il a vu mon mari, il a dit à mon mari qu'il voulait ouvrir une fenêtre, qu'ils avaient chaud. Il voulait percer le mur pour faire la fenêtre. Ça fait 1 mois. Alors mon mari a dit que non. J'ai peur parce que vous pouvez en creusant le trou au mur toucher le poteau qui tient la dalle. Et si vous touchez la dalle, la maison peut s'écrouler. Et le pire s'est donc produit ce 14 mai. Malgré les précautions prises par le pasteur, le capitaine du bateau. Le pasteur a eu le temps de demander à ses membres de sortir tous. Et lui, il est sorti le dernier. C'est donc arrivé dehors que celui qu'on a retiré, celui qu'on a amputé la jambe, sont encore rentrés à l'église dans le but ou de sécuriser quoi, ou le matériel, ou c'est quoi. Voilà que c'est le piano. Voilà, l'enfant a perdu sa vie à cause du piano. Oui, à cause du piano. Cet instrument qui accompagne les fidèles dans leur chant et dans ce quotidien. À un jet de pierre du lieu du drame, un autre immeuble vous expose sa dangerosité. En plus, il offre même des chambres à louer pour alourdir le bilan en cas d'effondrement. En une journée, Mobile Guinness, ce quartier jusque-là tranquille, dans l'arrondissement de Douala 5e, a fait parler de lui. Et surtout cette église de réveil, devenue depuis un haut lieu de pèlerinage pour ses fidèles et même pour les gens du monde. Un autre drame, cette fois-ci, c'est dans la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, comme annoncé en titre. Le nouveau poste de péage routier situé à 15 km de l'ancienne n'aura servi que quelques heures, le temps de son inauguration hier. Un accident de la circulation survenu aux environs de 2 heures la nuit dernière est venu mettre un terme à la joie des populations environnantes. Une semi-remorque transportant du sucre a enlevé la vie à une jeune vendeuse connue sous le nom de Lady Ponce. La victime se retrouvait dans le box du poste de péage lorsque la semi-remorque heurte d'abord un grumier avant de s'écraser sur la bâtisse, faisant ainsi un mort et au moins 4 blessés graves, parmi lesquels 2 vendeurs, le motorboy et le chauffeur de la semi-remorque qui a pris la poudre d'escampette. Les premières observations révèlent l'absence de dodane autant à l'entrée qu'à la sortie du poste de péage et la surélévation de la chaussée en attendant que les travaux de réfection du nouveau poste soient engagés. C'est l'ancien péage qui a repris du service.
Les populations de la commune d'arrondissement de Douala 5e attendent beaucoup du nouveau chef de terre. Le nouveau sous-préfet de cette localité a été installé hier dans ses fonctions. Jean-Marie Tchakoui Nundia a remplacé ainsi à ce poste Jano Tamadjo. Reportage de Étienne Pascal Azegué. Pour les habitants du lieu dit derrière Essec, il ne fait pas toujours bon vivre une fois la nuit tombée. Car c'est le moment choisi par les malfaiteurs pour effectuer leur sale besogne. Ça ne fait pas une semaine, ils sont entrés chez moi, ils m'ont ramassé tout. Ils ont pris mon écran placement, ils ont pris mes 2 bouteilles de gaz, ils m'ont pris une somme de presque 350 000. Et puis ils sont entrés à la chambre, je n'étais pas là, malheureusement. Mais mon épouse dormait, ils sont entrés jusqu'à dans la chambre. L'insécurité se conjugue au présent dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 5e. Cette gérante de callbox est ainsi contrainte à fermer boutique aux premières heures de la soirée, de peur des représailles. Ici à Fambaré, il n'y a pas de sécurité. On ferme à Fambaré à partir de 19h30, 21h. Puisque si tu fermes à 22h, on risque d'agresser. La tâche ne s'annonce pas du tout facile pour Jean-Marie Tchakoui, qui vient de prendre les commandes de cette unité administrative. Il devra par conséquent trouver des formules magiques pour réduire le niveau de l'insécurité ici. La première doléance que je veux donner à monsieur le sous-préfet qui vient dans Douala 5, c'est vraiment de se rapprocher de la population, parce que sans être en collaboration de la population, il y a beaucoup d'informations qu'il n'aura pas. La prolifération des débits de boissons tout autour de l'université de Douala et l'occupation des zones à risque sont là quelques préoccupations qui se présentent comme un véritable caillou dans la chaussure du nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. Et voici des casses avant la casse. Les populations des quartiers Pécadis et consorts ont décidé de démonter elles-mêmes leurs propriétés avant l'arrivée des engins destructeurs de la communauté urbaine de Douala. L'autorité municipale entend construire un axe à double sens pour allier le carrefour Ndokoti. Serge Alain Otto. À peine vous avez dépassé le carrefour de la cité des Palmiers à Douala que vous tombez sur ce spectacle. Des hommes et des femmes à l'œuvre, une œuvre d'autodestruction. On sauvegarde nos pôles au moins, si on va casser. Nous sommes au point kilométrique 9, PK9. Les populations ici tentent de sauver ce qui peut l'être avant l'arrivée des engins destructeurs de la communauté urbaine de Douala. Ici, on crie à l'injustice, car les pouvoirs publics auraient dû sommer les populations. Depuis le kilomètre 14, il y a eu une intervention pour que les gens dégagent la chaussée jusqu'au niveau des hautes tensions. Alors ça a été une information de bouche à l'oreille. Comme les destructions se font que dans la nuit, nous sommes vus obligés de commencer à alléger la situation. Cette campagne de destruction engagée depuis 2 semaines par la communauté urbaine de Douala et visant à fluidifier la circulation sur cet axe par la construction d'une chaussée à double sens pouvait intervenir à tout moment, reconnaît Aïssi Bessala, adjoint au maire du 5e arrondissement de Douala. Ils savent depuis leur installation qu'ils sont sur les emprises de la route. Ils savent pourquoi certains dégagent eux-mêmes leurs matériaux. Cette initiative malgré tout reste appréciée des populations qui ne souhaitent pas que les choses s'arrêtent au stade des destructions. Si au moment où ils sont en train de casser, les gens qui font les routes suivaient immédiatement, ça ne nous ferait pas beaucoup de mal. Hein? Ça ne nous ferait pas beaucoup de mal. Mais là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer et ça va devenir la broussaille où les bandits vont se cacher pour nous braquer la nuit. Au même moment, les champions de la récupération de la ferraille rôdent et se frottent les mains. Nous sommes contents pour avoir des tôles là. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents. Le malheur des populations de Pécadis fait bien évidemment le bonheur de ces Maliens. Et cet incendie au marché central de Bertois, nous sommes dans la région de l'Est du Cameroun où une dizaine de boutiques a été réduite en cendres. L'absence du corps des sapeurs-pompiers dans cette partie du pays n'a pas facilité la maîtrise des flammes. Les dégâts matériels sont énormes et ils sont chiffrés à plusieurs millions de francs CFA. Benjamin Issam et Flore Tanko Bensi. Les flammes ont été sans pitié pour une dizaine de boutiques au marché central de Bertois, à l'est au Cameroun.
Ici, au bloc A de l'espace marchand, ateliers de couture et mercerie sont les plus concernés. Des tissus réduits en centre, machines à coudre et autres calcinés, les sinistrés sont restés impuissants face à la fureur des flammes. Il y a un monsieur qui m'a appelé, me faisant comprendre que le marché est en train de prendre feu. Je suis arrivé pratiquement, j'ai retrouvé que tout est pratiquement ensemble, comme vous voyez là derrière. Et où à mercerie, tout est bloqué. Pas une aiguille dans ce magasin. Selon des témoins, le feu qui a ravagé une bonne partie du marché Goudron à Berthois serait parti d'un fer à repasser, resté branché et oublié dans l'un des ateliers de couture après une coupure d'énergie électrique. Chemin faisant, nous avons cherché les contacts qui sont parfois écrits sur le bâtiment. Nous avons interrogé les collaborateurs existants là. Et Dieu merci, ils sont arrivés à temps et nous avons pu sauver ce qu'on pouvait sauver. Et le reste, c'est ce que vous avez de constater. C'est le troisième incendie qui ravage ainsi le marché central de Berthois, essentiellement construit en matériaux provisoires, où l'on déplore également des branchements harnachés. L'on regrette aussi l'absence des éléments du corps des sapeurs-pompiers à l'est. Pourtant, une unité de sapeurs-pompiers avait été créée à Berthois. 2 décennies après, les populations de la région de l'Est attendent toujours que des soldats du feu occupent leurs locaux. Et toujours à Berthois, dans la région de l'Est du Cameroun, une jeune fille a été sexuellement abusée par une personne du 3e âge. La victime est une élève en classe 5e au lycée de Belabo. Elle ne s'est décidée de dénoncer cet abus qu'au 3e viol. Conduite à l'hôpital, les résultats médicaux révèlent déjà que la jeune fille est enceinte de son présumé agresseur qui est d'ailleurs passé aux aveux complets. Il est désormais entre les mains de la justice à Berthois. Et sur les circonstances de cet acte odieux, je vous propose dans l'élément qui va suivre d'écouter la victime qui s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Maman était collée sur ça, là où il y a le robinet collé et l'eau était comme ça, voici la porte, il est sorti, il a tiré ma main, il a entré, il a fermé la porte, il m'a fait boucher, puis de manière que s'il parlait mieux à quelqu'un, il disparaît de la main, et puis de manière il a fait. Il s'est mis déshabillé et il m'a violé. Et la cohabitation reste et demeure difficile entre Camerounais et Équato-Guinéens à la frontière sud du Cameroun. L'arrestation d'un inspecteur de police équato-guinéen crée la psychose dans les localités de Kiossi au Cameroun et Bébéine en Guinée équatoriale. Le policier équato-guinéen avait été interpellé par la police camerounaise pour avoir bousculé des Camerounais. Roger Takala et Viviane Kamwa pour plus de détails. Kiossi, localité frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, est en ébullition. Vols, agressions et trafic de tout genre y sont légion. Le dernier en date est l'arrestation d'un certain Salvador, inspecteur de la police équato-guinéenne. Ce dernier est accusé d'avoir violemment heurté 2 Camerounais avec son véhicule de marque Toyota Corolla avant de prendre la fuite. Des sources rapportent que l'homme en tenue est également spécialisé dans le racket des usagers. Regardez comment le gars sort avec la voiture là-bas en bas, venu maintenant cogner le gars. Le gars est tombé sur place, on ne sait pas ce qui est arrivé. Le gars là, il est en bas maintenant, il est à l'hôpital en bas, il ne parle même pas. En guise de riposte, les populations des Bébéines en Guinée équatoriale ont molesté des commerçants camerounais. Ils ont commencé à faire leurs dégâts, le truc bizarre, c'était bizarre, ils ont tué les gens même. Massacrer les gens, ils ont pris les marchandises dedans, tout. Sinon, ça ne va pas, l'Afrique, ça ne va pas. Des incidents qui ont failli tourner au drame. Nul n'était l'intervention des autorités locales qui ont dû braver la furie des Équato-Guinéens pour rencontrer des autorités des Bébéines. En ma qualité d'autorité camerounaise, je ne peux pas accepter que vous amenez les Camerounais dans ces conditions. Mais je ne peux pas, je suis venu pour voir les autorités. Une réunion de crise s'est tenue entre les autorités des 2 pays. Question de calmer le jeu. Tant qu'on ne prendra pas un certain nombre d'autorités, qu'on traite des hommes comme des animaux, que les autorités même se sentent à la limite, non, nous ne pouvons pas.
Et notons que la dépouille du Camerounais tué en République centrafricaine est finalement arrivée au Cameroun. Le corps du camionneur Baudelaire Talanoafo a atterri à l'aéroport international de Douala. Le frère aîné du défunt a confirmé cette information. On se souvient que ce Camerounais avait été tué par balle dans la nuit du 2 au 3 mai dernier par des forces militaires centrafricaines. L'université de Buea est en ébullition depuis ce matin. Les étudiants sont en grève. Ils revendiquent l'organisation par leurs soins de leur association UPSO, une association estudiantine. Les grévistes souhaitent ainsi aussi que soient revues à la hausse les rémunérations après la participation au défilé. Des sources proches des membres de l'ADEC, qui est l'association de défense des droits des étudiants du Cameroun, la police et le groupement spécial d'opération ont envahi le campus de Moliko, ont pris à partie des étudiants copieusement molestés. En politique, place désormais à l'action. Revêtus de leur attribut depuis hier, les sénateurs ont déjà la tête dans les défis qui les interpellent. Les attentes sont nombreuses au moment où la Chambre haute du Parlement camerounais prend son envol. Marcelin Gansop. Les tout premiers sénateurs du Cameroun n'ont pas fait l'économie des réjouissances après le port de leurs attributs à l'Assemblée nationale. La capitale politique a carrément été prise en otage. Mais une fois l'euphorie et l'émotion retombées, leurs vénérables sont revenus les pieds sur terre, la tête dans les défis qui les interpellent désormais. Le plus immédiat est de doter le Sénat d'un règlement intérieur. On est déjà en train de voir ceux qui vont s'occuper du règlement intérieur. Nous serons convoqués et nous allons nous mettre au travail, tout simplement. Il y a d'abord à composer le bureau, donc à examiner la loi sur le règlement intérieur, et après on verra les dossiers qui nous parviendront. Un Sénat qui va contribuer à côté de l'autre chambre à faire un contrôle du gouvernement. Bref, les missions qui lui sont assignées, il faudrait que les choses essaient de bouger dans le bon sens, dans le sens positif. Le Sénat porte la voix des collectivités territoriales décentralisées. Et à ce sujet, les idées trottinent déjà dans la tête de plusieurs sénateurs. Je suis un agroéconomiste. Je dis que je suis en train d'être envoyé dans la zone rurale, là où 80% de la population font l'agriculture. L'agriculture, j'ai appris à l'école. Donc je suis capable de pouvoir gérer des situations agricoles, soit élevage de porcs, élevage de bœufs, élevage de poulets. Avec la mise en place désormais effective de la Chambre haute du Parlement, beaucoup misent sur la consolidation de la démocratie, qui marquerait ainsi quelques pas supplémentaires dans notre pays. C'est de voir notre démocratie renforcée, devenir véritablement efficace pour remplir les attentes de nos compatriotes. Les conditions devraient être mises en place pour un véritable décollage économique. Je dois tout faire pour mériter cette confiance. Donc je vais travailler avec mes collègues sénateurs pour défendre, appliquer les programmes qu'il a pour le pays et pour la société. Les 100 sénateurs titulaires ne sont donc pas en villégiature au Parlement. De leur efficacité et ingéniosité dépendent le dynamisme attendu de notre Parlement et surtout la satisfaction des besoins des populations. Le travail que nous allons avoir à faire est un travail assez spécial et qui appelle de notre part beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance. Je dis aussi beaucoup de compétences. Préfectorat, le Cameroun, et comme annoncé en titre, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, corrige l'incongruité. Vous vous souvenez certainement de ce sous-préfet qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à 44 ans. C'est dans l'arrondissement de Ndiobé-Pendia il y a quelques jours, et dont nous avons d'ailleurs diffusé des images dans nos programmes. Eh bien, il vient d'être réhabilité. Gilbert Guibaï Galdena est désigné sous-préfet de l'arrondissement de Komba 3 dans la région du sud-ouest du Cameroun, un poste jusqu'alors vacant. Nous y reviendrons.
Le projet du Code de personnes et de la famille au Cameroun est au stade de la finalisation. La révélation est du ministre camerounais de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena, était ce jour dans la ville de Douala pour la 19e édition de la Journée internationale de la famille. Joël Essengé et Étienne Pascal Azebe. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille, cellule de base de la société, a une fois de plus été mis en exergue comme il est de coutume chaque année, tous les 15 du mois de mai. Un accent particulier a été mis sur la complémentarité entre jeunes et personnes âgées lors de cette 19e édition de la Journée internationale de la famille. L'édition 2013, placée sous le thème « Promouvoir l'intégration sociale et la solidarité intergénérationnelle », pose la problématique d'une vie harmonieuse en famille et en société. Aujourd'hui, ce type de vie n'est pas une évidence au regard de nouveaux problèmes survenus tels que la montée de l'individualisme et des particularismes qui constituent de véritables barrières à l'intégration sociale et à la solidarité collective. Le présent thème invite donc à réfléchir sur les concepts d'intégration sociale et de solidarité intergénérationnelle. Toute chose qui nécessite que l'on prenne en compte certains points essentiels de la vie, tels que le mentionne la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Intégrer efficacement les jeunes dans la société, garantir le bien-être des adultes en fin de carrière, veiller sur la santé de chacun, partager les richesses et les expériences dans un contexte de crise et de vieillissement de la population. Le mariage faisant partie intégrante de la consolidation des liens familiaux, 250 couples ont ainsi scellé leur union ce 15 mai dans la ville de Douala afin de mieux protéger et de pérenniser leur famille. Concours d'entrée en 6e, c'est dans le calme et la sérénité que les candidats ont affronté les épreuves ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les futurs collégiens étaient face à leur destin. 5 épreuves au total étaient à l'ordre du jour. Dallas Tchana et Merveline Tapi. L'attente semble interminable pour ces parents venus accompagner leurs enfants. En salle d'examen, les petits s'apprêtent à affronter l'avant-dernière épreuve du jour, le problème. Certains candidats, malgré leur assurance, redoutent cette matière. Je suis souvent faible en maths. Je n'ai pas un peu peur. Je vais voir si je peux vraiment bien composer les maths, même pour avoir même 25 sur 50. Depuis le matin, j'ai composé sur 3 épreuves. 3 épreuves. Je me sens à l'aise ici, au CETIC d'Aqua. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Au centre d'examen du lycée technique d'Aqua, le proviseur veille au grain. Aucun incident majeur n'est signalé jusqu'ici. L'examen se passe dans les bonnes conditions. Les enfants tout petits ne savent pas encore la tricherie. Nous pensons qu'ils vont réussir parce que les épreuves sont à leur niveau. Ailleurs, au sous-centre du CES de la cité SIC, l'on prépare déjà la phase de correction. L'anonymation a commencé, même les corrections, pour que, vous savez, le concours se déroule en une seule journée, pour que les corrections aient assez rapidement. Donc les corrections, un atelier de correction a commencé le travail. Nous pensons que d'ici la fin de la journée, on n'aura pas d'incident. Lutte contre la fraude aux examens officiels et l'assurance pour une meilleure discipline avant les échéances. Voilà quelques recommandations que le gouverneur de la région de l'Est du Cameroun vient de faire aux responsables de l'éducation dans cette partie du pays. C'est à la faveur de la sectorielle de l'éducation tenue dans la ville de Bertois où nous retrouvons Benjamin Issam et Florian Fanjo. Le gouverneur de la région de l'Est vient d'inviter les responsables de l'éducation à plus de discipline et de vigilance lors des examens officiels. Le patron de la région du Soleil Levant a prescrit le strict respect des tests du ministère des Enseignements secondaires. Il y a quelques jours, il a présidé une rencontre dans la ville de Bertois. Rencontre dont on prépare les différents responsables de l'éducation en service à l'Est. Le principal but était la préparation des examens officiels de la session 2013. Cette sectorielle vise effectivement à s'assurer que le niveau de préparation des examens officiels est au fixe. Et par la même occasion, nous
tant qu'autorité administrative représentant le ministère des enseignements secondaires, c'est le lieu pour vous d'amener tous les acteurs dans la chaîne et de lutter contre toute forme, n'est-ce pas, de fraude ou de dysfonctionnement. Durant cette session, sont attendus au total 33 617 candidats dans la région de l'Est. Le coup d'envoi sera donc donné le 21 mai par les épreuves écrites du baccalauréat technique industriel. Du sport football pour refermer la première partie de ce journal. Les 24 clubs de la deuxième division régionale du littoral en chômage forcé. Le gouverneur de cette région vient de suspendre ce championnat en raison du climat de tension qui prévaut au sein de la famille du football dans le littoral. Des détails avec Jean-Paul Chouniat. Dans la guerre des tranchées que se livre la famille du football dans la région du littoral, le gouverneur de cette unité administrative, Joseph Betia Somon, vient de siffler la fin des hostilités en suspendant jusqu'à nouvel avis le championnat de deuxième division régionale. C'est une décision vraiment trop dure pour nous. Bon, étant donné que c'est la hiérarchie, personne ne peut aller à l'encontre de sa décision. Les dirigeants de clubs du littoral ne savent plus où mettre la tête face aux incertitudes qui pourraient allonger interminablement la saison avec toutes ces incidences financières. C'est le président de club qui subit. Il n'y a pas une subvention qui vient de part ou vient de quelque part. Et tout c'est l'argent. Parce que si moi, financièrement, je suis assis, même si on reprend le championnat dans 2 mois et que j'arrive à payer les primes d'entraînement des enfants, ça ne me gêne pas. Côté entraîneur, l'on est tout aussi dépassé par les événements qui, sur le plan sportif, va nécessiter une alchimie à nul autre pareil pour maintenir les joueurs en jambes. Au niveau de la programmation, nous sommes énormément perturbés. Si tu fais une programmation hebdomadaire, sachant que tu vas jouer le samedi, comme la régionale joue beaucoup plus le samedi, même si c'est le dimanche que tu vas jouer, on t'annonce que tu ne joues pas. Après, ça devient même incertain. Tu ne sais même plus comment travailler. Ces encadreurs redoutent surtout un égarement des joueurs en pleine oisiveté. Ceux qui boivent un peu d'alcool, quand on est en compétition, ils font un peu d'effort d'être en arrêt, ils se sacrifient. Ceux qui aiment les petites, bon, on ne sait jamais, on n'est pas sûr qu'ils se réservent. Donc au niveau des joueurs, c'est très délicat. Qu'est-ce que nous faisons? Nous leur disons de faire attention. Pour l'instant, des présidents de clubs envisagent de faire parvenir leur doléance au gouverneur Joseph Betia Somon en vue d'une reprise imminente. En attendant la levée de la suspension, joueurs et entraîneurs vont s'occuper comme ils peuvent pour ne pas voir le temps passer et l'attente interminable. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Le football dans un mauvais état de santé au Cameroun et particulièrement dans la région du littoral. Le gouverneur de cette partie du pays vient de prendre une mesure qui suspend le championnat d'élite de deuxième division dans cette partie du pays. Pour en parler ce soir, nous recevons Emmanuel Mbapaye-Soka. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes instructeur à l'administration CAF et FIFA, 2 instances fêtières du football continental et mondial. Vous jouissez d'une certaine expérience en la matière. Alors, comme je l'ai dit un peu plus haut, et d'ailleurs, vous venez de suivre avec beaucoup d'attention le reportage que nous avons diffusé sur cet arrêté du gouverneur de la région du littoral qui porte suspension des rencontres sportives organisées par la Ligue régionale du football dans le littoral. Comment est-ce que vous avez accueilli cet arrêté? Déjà que le gouverneur de la région du littoral est la personne la plus habilitée à prendre ce genre de décision. Donc au niveau de la fédération, je crois que d'après ce que je sais, la fédération a pris acte de cette décision. Et pour dire comment est-ce que je l'ai pris comme d'après le test, il y a déjà un manque de sérénité, d'après ce qui est marqué sur le test de M. le gouverneur, et à cause de cela, pour éviter des troubles à l'ordre public, donc il a préféré suspendre le championnat de deuxième division du littoral. Alors, mais
Pourquoi suspendre seulement le championnat de deuxième division et laisser le cours au championnat de première division? Comment est-ce que cette distinction peut s'expliquer? Comment est-ce que vous la comprenez? Moi, je ne... C'est parce que la Ligue régionale pour le littoral organise seulement des matchs pour le compte de la division. Oui, la Ligue régionale du littoral organise des matchs uniquement pour la deuxième division nationale, donc pour le littoral. Donc si la note ne s'adresse qu'à la Ligue régionale, je crois que les départements, dont les championnats départementaux, ne sont pas concernés. Mais en outre, je crois que expliquer pourquoi est-ce que c'est la Ligue régionale ou pas la Ligue départementale, ça c'est peut-être ceux dont les collaborateurs de M. le gouverneur, que sont les délégués régionaux et délégués départementaux de sport, d'éducation physique, qui peuvent donner plus de lumière à cela. Est-ce que vous n'y voyez pas en cet arrêté une ingérence des pouvoirs publics? Vous savez, en matière de troubles à l'ordre public, seule la personne habilitée à poser des actes pour sécuriser l'ordre public peut avoir des raisons que d'autres ne peuvent pas comprendre. Donc certainement, M. le gouverneur a des raisons pour lesquelles il agit ainsi. Bon, il revient donc ceux qui pensent le contraire aient des possibilités de communiquer pour amener l'autorité à comprendre les réalités de la situation. Parce que s'agissant de ceux qui gèrent le football dans le littoral ou au niveau national, des dispositions sont prises, d'ailleurs après la rencontre de M. le gouverneur, pour qu'il n'y ait pas de trouble. Il s'agit juste que les gens aillent aux élections avec les tests qui sont bien connus. Les tests, il y en a qui sont en train de les rejeter, qui font partie de ceux qui ont mis ces tests en place, qui sont partie de ceux qui eux-mêmes ne sont membres de l'Assemblée générale régionale qu'à partir de ces tests, à savoir l'article TAC dont tout le monde parle, où il s'agit de la prise en compte des membres du conseil régional et des conseils départementaux. Je crois que la majorité de ceux qui sont en train de se plaindre ne sont membres de l'Assemblée générale du littoral et ont accepté pour entrer en salle, se faire inscrire au titre de cet article 4. Donc, c'est une querelle qui ne peut avoir lieu que... Nous allons revenir tout à l'heure sur cette disposition qui paraît être très importante. Revenons sur l'arrêté, si vous permettez, M. Emmanuel Mbappé et Soka. Est-ce qu'aujourd'hui, cette décision du gouverneur de la région du littoral ne vient-elle pas saper tous les efforts de guerre qui avaient été faits? On a vu il y a quelques jours, après la rencontre à 4 tenue à Yaoundé, que les principaux acteurs avaient consenti à retourner dans les stades. Aujourd'hui, il y a une distinction qui est à faire entre le championnat d'élite 1 et celui d'élite 2. Est-ce que ces efforts ont pensé être sortis de l'impasse? Est-ce que ce n'est pas désormais un rêve? Ces deux championnats distincts, la Ligue professionnelle et la Ligue régionale, donc qui sont gérés par des instances différentes. Donc s'il y a problème il y avait problème au niveau de la Ligue professionnelle, les personnes se sont assises pour pouvoir trouver une solution. Ce n'était pas dans le cadre, c'était pas dans le même cadre qu'il y avait problème. Ici, il s'agissait du fonctionnement normal de la Ligue professionnelle et du blocage du championnat pour les dispositions et des tests que voulait appliquer le général Semengue ou imposer donc l'application immédiate. C'est différent de la situation du littoral. Il s'agit que le littoral a commencé son championnat, il y a eu des problèmes, il y a eu une rencontre avec les autorités qui ont ramené la paix entre les parties, et tout le monde a pu comprendre et ça a redémarré. Bon, aujourd'hui, le seul problème qu'il y a dans le littoral, apparemment, c'est que certaines personnes n'acceptent pas la manière dont les élections sont en train de se passer. Mais il y a des dispositions, il y a des instances. Il faut signaler que l'élection avait été délocalisée pour la ville de Yaoundé.
Le vote avait été délocalisé pour la ville de Yaoundé. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à remettre en cause l'élection qui s'est tenue dans la capitale politique du Cameroun et non pas dans la région du littoral? Non, pas du tout. Voilà, dans les dispositions du code électoral de la FECAFOOT, il est prévu que les présidents de commissions électorales donc, doivent recevoir du secrétaire général national toutes les revendications. C'est-à-dire que le secrétaire général doit pouvoir à toutes les revendications. Il s'avère que la commission électorale régionale étant bloquée parce qu'il y a eu d'abord des autorisations qui ont été annulées, enfin une autorisation où les travaux ont commencé, se sont arrêtés brusquement parce qu'il y a eu incendie. Donc, après, il y a eu d'autres autorisations qui ont été annulées. Donc, pour ne pas tomber dans la situation de délai, et que le travail de la commission soit caduque, la commission s'est adressée à la maison mère, au secrétaire général, pour lui trouver une place pour pouvoir faire ces élections. Et la Fédération nationale a trouvé que s'il y a problème entre ses membres du côté du littoral, il les appelle directement au siège pour suivre directement eux-mêmes et comprendre d'où il y a problème. Donc je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est exactement pour... Mais les assises de Yaoundé n'avaient pas reçu le quitus des autorités administratives. D'ailleurs, on a écouté le sous-préfet du ressort territorial duquel sont passées ces assises dire qu'il n'y a pas eu d'autorisation, il n'y a pas eu non plus de déclaration de manifestation. Je crois qu'il y a quelques jours, Equinox a eu à recevoir son personnel ici pour fêter à l'intérieur de l'immeuble Equinox. Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une autorisation administrative pour que... Sauf que c'est une élection de la Ligue régionale du littoral. Justement, cette élection a un code électoral bien connu. Ce n'est pas la région du centre. Nous ne sommes pas allés aux locaux de la région du centre. Nous sommes allés aux locaux de la Fédération camerounaise de football. C'est comme si aujourd'hui, il y a des problèmes à Yaoundé, à la délégation de la SONEL, et que pour les élections de délégués de personnel, par exemple, et qu'on fasse monter des gens pour faire ces élections à la direction maire à Bonapiso. Donc je crois que c'est la même chose. Alors vous ne trouvez aucun problème. Emmanuel Mbappé Issoka, est-ce que le football, ou du moins la gestion du football, se porte mal dans la région du littoral? Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être critiquées, comme dans toute œuvre. Il y a aussi que tout se passe bien. Il y a des personnes à qui il a été donné de gérer cette ligue, qui l'ont fait encore bien que mal. Même ne se sont pas rendus compte qu'accepter de prendre la gestion d'un organe comme celui-là, c'est essayer de mieux comprendre les tests organiques et fonctionnels de cette association, qui semble nous faire croire que ne viennent que de se réveiller pour apprendre ces dispositions qui existent depuis. Il y a eu des assemblées de la Ligue régionale du littoral. Ils n'imposent aucun toilettage des textes. Mais s'ils veulent l'imposer, ils savent comment, tout est prévu. Il y a des organes, il y a une méthode. Par exemple, de manière simple. Si vous avez 10 personnes avec vous qui demandent la modification des textes, vous envoyez la correspondance au secrétaire général et tout de suite cela est pris en compte. Je crois qu'il y a eu des assemblées générales qui se sont tenues depuis le mandat de ceux qui viennent de gérer. Et c'est dans les mêmes dispositions, jusqu'à il y a encore quelques mois. Comment se fait-il que ce n'est que juste au moment où on va aux élections, qu'eux-mêmes qui font partie de ces assemblées générales à travers ces mêmes dispositions qui sont rendues, par exemple à l'hôtel Beau Rivage, où se sont rendus dans les mêmes conditions. Je veux dire que parmi, il y a au moins ceux qui sont en train de revendiquer, en dehors de M. Bell et autres, tous les autres ne sont là que parce qu'ils sont membres du conseil régional, à savoir M. Maïbi, M. Keke, M. Mila, M. pas autant pour moi, M. Léa, M. Sinkot, M. Massine, sont tous membres du conseil régional et ont accepté d'aller à l'Assemblée générale au Beau Rivage. Dans ces qualités, ont signé. Vous pensez qu'il n'y a donc rien à faire pour contenter la majorité de personnes qui sont assez frustrées en ce moment? Non, la majorité des personnes, c'est qui dans ce cadre? La majorité des personnes, c'est ceux qui sont allés aux urnes. Pour le reste, il y a lieu de faire des revendications, pas des recours prévus à cet effet, pas de voies prévues à cet effet. Et si le recours n'arrive pas à bout, il y a la possibilité d'aller plus loin, jusqu'au TAS. Donc tout est prévu.
Donc quand on bloque, ça veut dire qu'on ne veut même pas qu'il y ait possibilité de dialogue. Le dialogue est là. Vous avez constaté qu'il y a des manquements. Vous les mentionnez et vous prenez la voie prévue à cet effet. Vous faites vos revendications telles que prévues par la loi. Bon, après, il y a plusieurs instances. Il y a l'instance de la commission fédérale à Yaoundé, il y a la commission de recours, après il y a le test, tel que prévoit le test. Donc ce n'est que là, dans un dialogue, si quelque part, ceux qui sont en train d'organiser ont fauté, vous avez vu le cas de Garoua. M. Abdourahmane a trouvé qu'il y avait problème, il a posé ce problème, et la commission... Ça veut dire que vous invitez les uns les autres à militer pour des voies de droit. Pour la mise en application, pour les voies de droit. Merci Emmanuel Mbappé Soka, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur le programme. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.